1980, États-Unis. La Cour suprême américaine reconnaît que la terre des Black Hills, située dans le Dakota du Sud, a été prise à tort et de manière illégale à la nation Sioux en 1877. Elle accorde 102 millions de dollars en compensation. Mais pour les Sioux, ce paiement est invalide. Les Black Hills sont sacrés et ne sont pas à vendre. Ils souhaitent la restitution des terres. Aujourd'hui, le montant de l'indemnité s'élève à plus d'1 milliard de dollars. Rare exemple moderne où la moralité d'un peuple est supérieure au pouvoir de l'argent. L'annexion des Black Hills s'est effectuée par la force, en réaction à la cuisante défaite infligée par une coalition amérindienne au lieutenant-colonel Custer lors de la bataille de Little Big Horn en 1876. Cette bataille fut un traumatisme pour les Américains et la source de nombreuses controverses quant à la responsabilité de ce fiasco. Revenons donc sur les événements qui ont conduit à cette célèbre bataille et demandons-nous pourquoi elle continue de faire débat outre-Atlantique. Les rapports entre Amérindiens et colons ont toujours été complexes. De nombreux rapprochements, accrochages ou massacres se sont déroulés entre les colonies et les différentes tribus jusqu'à l'indépendance américaine de 1776. Le jeune pays prend alors son destin en main et souhaite se développer. Il va, durant un siècle, bafouer ses propres principes moraux en s'accaparant les terres indiennes et en déplaçant méthodiquement les populations. À la fin du XVIIIe siècle, la frontière naturelle à l'ouest est le fleuve Mississippi. Mais en 1803, Thomas Jefferson rachète la Louisiane à la France. La Louisiane était alors un territoire immense, allant du Mississippi aux Rocheuses et intégrant les grandes plaines de l'Ouest. Cette date est le point de départ de l'extension des frontières américaines, qui vont, en près de 50 ans, couvrir le territoire de la côte atlantique à la côte pacifique, du Canada à la Nouvelle-Espagne. L'acquisition des terres va souvent passer par des conflits, avec les Britanniques dès 1812 concernant l'Oregon et la frontière canadienne, qui sera réglée de manière diplomatique, ou avec le Mexique sur la question texane, tranchée en 1847, et permettra l'intégration de la Californie en 1850. Mais cette extension purement territoriale ne règle pas la question des populations autochtones. Les différentes tribus amérindiennes vont réagir différemment suite à l'arrivée de ceux qu'ils appellent les visages pâles. Certains vont s'occidentaliser, d'autres se montrer plus hostiles. L'arrivée du commerce, des richesses, de la religion et surtout des épidémies vont provoquer une crise majeure dans les sociétés indiennes. Peu à peu, la mentalité coloniale va s'immiscer dans une culture ancestrale. Au sein des tribus, des clivages apparaissent sur l'attitude à adopter. Des conflits éclatent régulièrement entre les peuples, sur des questions territoriales ou commerciales. Ce monde n'est pas uniforme, malgré certains regroupements en confédération pour faire face à l'envahisseur. L'État fédéral va, dans la première moitié du XIXe siècle, prendre une série de mesures radicales contre les Amérindiens, ouvrant la période dite des guerres indiennes. L'attitude du gouvernement était au départ la tolérance, à la seule condition, et pas des moindres, que les autochtones s'adaptent au mode de vie occidental. L'objectif est qu'ils s'intègrent progressivement à la nouvelle société américaine, en perdant peu à peu leur culture. Une différence entre Indiens hostiles, qui refusent cette assimilation, et civilisés, qui l'acceptent, se développe alors. Le Bureau des Affaires indiennes est créé en 1824, pour régir les droits spécifiques des Amérindiens. Mais ne nous y trompons pas, pour les Américains, ces peuples sont considérés comme une race inférieure, qui doit soit se soumettre, soit mourir. En 1830, l'Indian Removal Act est voté par le Congrès américain. Cette loi sur la déportation des Indiens ordonne le déplacement forcé des tribus situées entre les anciennes 13 colonies et le Mississippi. Cette loi repose sur la notion de terre d'échange, qui permet aux Amérindiens d'échanger un territoire à l'est du Mississippi avec un autre territoire de superficie égale situé à l'ouest du fleuve. Des déportations déguisées en réalité. Les déplacements de population vont commencer au sud-est des États-Unis, par la déportation des 5 tribus civilisées entre 1831 et 1838 vers l'Oklahoma. C'est l'épisode célèbre de la piste des larmes, marche forcée de plus de 3000 km. Ces migrations posent d'autres problèmes. Les tribus indiennes avaient un lien très fort avec la nature qui l'environnait. Déraciner un peuple le condamne à s'adapter à un environnement qu'il ne maîtrise pas. À cela s'ajoutent les difficultés de cohabitation avec les autres tribus, qui peuvent déboucher sur des conflits armés. L'ouest du Mississippi devient donc terre indienne, mais pour très peu de temps. Les colons s'aventurent déjà en nombre dans les terres,
Des tensions éclatent régulièrement. 2 tournants majeurs ont lieu dans les années 40. Tout d'abord, l'idée de destinée manifeste se développe. Cette idéologie voit dans la nation américaine la mission quasi divine de s'étendre vers l'Ouest afin d'y implanter ses institutions, ses industries et sa culture, évidemment supérieure aux autres. Ensuite, en 1848, des mines aurifères sont découvertes en Californie. C'est le début de la célèbre ruée vers l'or, qui voit des mouvements massifs de population vers l'Ouest, attirés par la fortune. Cet épisode va briser l'équilibre déjà fragile qu'entretenaient les Amérindiens avec leur environnement. Les troupeaux de bisons sont massacrés par les Européens pour la fourrure ou la nourriture, privant les tribus de leurs ressources alimentaires. Vers le nord des Grandes Plaines, des tribus ne supportent plus cette situation et commencent à lancer des raids sur les colons. Le gouvernement conclut un traité avec les peuples de ces territoires. C'est le traité de Horse Creek, plus connu sous le nom de Fort Laramie, en 1851, qui permet aux Américains d'ériger routes et forts en échange d'un paiement annuel de 50 000 $ sur 50 ans. La même année, l'Indian Appropriation Act est voté, créant des réserves indiennes. Au nord des Grandes Plaines se trouvent les Black Hills, terre sacrée revendiquée par le peuple Lakota, une branche des Sioux. Ils sont souvent alliés aux Cheyennes dans leur lutte contre le gouvernement fédéral. En effet, les colons affluent en masse, les indemnités ne sont pas versées, et les terres sont constamment réduites. En 1861, le traité de Fort Wise, signé par des chefs Cheyennes, cède les territoires protégés par celui de Fort Laramie. Beaucoup d'Amérindiens désavouent leurs chefs, les accusant de trahison. Ils continuent donc à chasser le bison et le colon sur ces terres. Conséquence directe, une première guerre des Sioux dans l'actuel Dakota éclate en 1862 avec les armées fédérales. Les Cheyennes sont massacrés atrocement 2 ans plus tard à Sand Creek lors de négociations de paix, indignant toutes les tribus indiennes. Sioux, Cheyennes et Arapaos s'allient face aux Américains. D'autant qu'en 1865, un tracé de route, la piste Bozeman, coupe le territoire de Lakota le long des Black Hills. La construction du chemin de fer transcontinental exacerbe le mécontentement. Les guerriers se fédèrent sous l'autorité d'un chef Sioux, Red Cloud. De 1866 à 1868, des raids vont être menés contre les forts de la piste Bozeman. La sécurité n'est plus assurée par l'armée américaine. Des chefs de guerre émergent, Crazy Horse, des Oglala Lakota ou le Sioux Umpapa Sitting Bull, qui acquiert un grand prestige durant cette guerre de Red Cloud. Suite à la technique payante des raids incessants, les Américains s'accordent avec les Amérindiens en novembre 1868. C'est le second traité de Fort Laramie, qui voit la protection de la population et de sa culture dans les réserves. Une aide fédérale pour le développement de l'agriculture, l'abandon de la piste Bozeman et surtout la reconnaissance d'un territoire autonome dans la région, où les Amérindiens seraient libres de leurs mouvements. La terre sacrée des Black Hills est donc protégée sur le papier, mais des clauses subtiles se sont glissées dans le traité, notamment sur le droit de chasse. Les Amérindiens sont autorisés à chasser sur le territoire où le bison est présent. Sans bison, ils se retrouvent dans l'illégalité. Crazy Horse accepte de signer, mais Sitting Bull dénonce les pertes de territoire qui vont découler de cette clause. Après la guerre de sécession, qui s'est déroulée entre 1861 et 1865, la société américaine s'est militarisée. Il faut démobiliser les nombreux soldats. Ils passent d'1,5 million à 30 000. Parmi les généraux qui retrouvent leur grade d'avant-guerre, un certain George Armstrong Custer. Cet homme ambitieux, sûr de lui, excentrique et tête brûlée, a gravi tous les échelons durant la guerre de sécession. Il s'est fait notamment remarquer lors de la célèbre bataille de Gettysburg. Il retrouve son grade de lieutenant-colonel en 1866. Il est alors chargé du 7e régiment de cavalerie, tout juste créé. Custer va participer aux guerres contre les Cheyennes dans le sud, et se battre contre les guerriers les plus hostiles, les Dog Soldiers. Il va être à l'origine d'une première controverse en 1868, lors de la bataille de la Washita. Le 7e régiment exécute le chef Black Kittle et tue sans distinction femmes et enfants lors de l'attaque d'un campement. Des dissensions apparaissent dans la compagnie, notamment avec le capitaine Bentin. La méthode de Custer et le nombre de morts comptabilisés font immédiatement débat. Il est alors envoyé dans le Kentucky, régler les troubles d'après-guerre, avec le Ku Klux Klan notamment. L'impact de Custer dans l'histoire américaine va alors se matérialiser de plusieurs façons. L'expédition de Yellowstone est la première d'une série d'événements intimement liés entre eux. En 1873, Custer est envoyé en mission de repérage le long de la rivière Yellowstone,
afin d'établir un tracé pour la compagnie de chemin de fer Northern Pacific Railway. L'expédition, composée d'ingénieurs et de géomètres, se heurte à des Sioux menés par Sitting Bull, obligeant l'armée à faire demi-tour. La nouvelle parvient à Wall Street. La confiance des investisseurs dans la Northern Pacific Railway est rompue. La compagnie rate une émission d'obligation, provoquant la panique boursière de septembre 1873. Déjà secouée par une crise bancaire venue d'Europe en mai, Wall Street doit fermer ses portes durant 10 jours. De nombreuses sociétés font faillite. C'est la première grande dépression, que l'on appelle plus souvent la grande déflation. Alors que Custer est en expédition dans les Black Hills afin d'installer un fort aux limites du territoire, la présence d'or qui était soupçonnée est bien confirmée par les scientifiques présents. La nouvelle arrive rapidement sur la côte Est, ce qui provoque, en cette période de crise économique, une nouvelle ruée vers l'or. Le gouvernement d'Ulysse Grant est embarrassé. Il veut absolument récupérer ce territoire, mais ne souhaite pas violer le traité de Fort Laramie de manière trop brutale. L'État va donc tenter d'acheter les terres aux Sioux. Refus catégorique. Les attaques amérindiennes sur les chercheurs d'or arrivant par milliers vont servir de prétexte. Un ultimatum est envoyé. Les Sioux doivent se rendre dans une agence du Bureau des Affaires indiennes avant le 31 janvier 1875. En cas de manquement, ils seront considérés comme des ennemis et pourront faire l'objet d'une opération militaire. Évidemment, aucun Amérindien ne se présente. La manœuvre est grossière, mais fonctionne parfaitement. 2 opérations sont lancées durant l'hiver. La première, dirigée par Custer depuis le fort Lincoln, n'aboutira pas à cause de nombreuses tempêtes de neige. La deuxième, sous le commandement du général Crook, est stoppée par les Amérindiens. Il retourne à sa base épuisé. Ces tentatives échouées permettent aux tribus d'évaluer l'attitude américaine. Comprenant la volonté des troupes fédérales, les peuples se réunissent au printemps sous les ordres de Sitting Bull et Crazy Horse. Une nouvelle offensive est élaborée en juin 1876 par le général Sheridan. Custer et le général Terry doivent arriver par l'est avec le 7e régiment. Le général John Gibbon arrivera par l'ouest. Enfin, Crook partira du fort Fetterman à la tête d'1 millier d'hommes. Les Indiens regroupés organisent une danse du soleil afin d'obtenir une vision de l'issue des combats. Sitting Bull annonce une grande victoire. Les guerriers sont galvanisés. Ils aperçoivent une colonne en approche. C'est celle de Crook. Leur attaque surprise oblige l'officier à se replier en catastrophe sur sa base. Cette victoire fait encore gonfler les rangs indiens, qui sont en pleine confiance, pour atteindre près de 7000 Cheyennes, Sioux et Arapaos, dont plus de 1800 guerriers répartis en 5 groupes. Custer, Terry et Gibbon réunissent leurs troupes au confluent de la Rosebud et de la Yellowstone, alors qu'ils ignorent totalement le revers subi par Crook. Un plan est préparé. Custer et le 7e de cavalerie doivent remonter la Rosebud jusqu'à atteindre la vallée d'une petite rivière, la Little Big Horn. Terry et Gibbon doivent parallèlement remonter la Big Horn pour arriver au nord de la rivière. L'action conjuguée des 3 colonnes devrait permettre de prendre en tenaille le camp indien. Juste avant de partir, les troupes sont passées en revue. Gibbon aurait alors lancé à Custer « Ne soyez pas trop gourmand, et attendez-nous !» Custer lui aurait alors répliqué « Certainement pas, c'est la dernière fois que les 2 hommes se voient. » Custer est sur la bonne piste, mais au soir du 24 juin, il comprend que les Sioux l'ont repéré et sont très proches. Sans doute pour éviter qu'ils se dispersent, il décide en arrivant dans la vallée de la Little Big Horn de diviser ses forces en 3 groupes et d'attaquer. Le capitaine Bentin se place au sud avec 3 unités. Le chef d'escadron Reno doit traverser la rivière avec le même nombre de troupes, tandis que Custer, plus mobile, va attaquer par le nord avec 5 unités. Il promet à Reno de le soutenir. En arrivant au-dessus de la crête, Custer découvre les forces amérindiennes en présence. Le camp s'étend sur plus de 5 km. Il s'attendait à affronter 2 fois moins de guerriers. Reno est le premier attaqué. Il subit de plein fouet les offensives Sioux et ne peut tenir sa position. Il se replie, en 2 temps, sur les collines à l'est de la rivière. Custer, lui, ne peut fondre sur le campement et porter secours à Reno. Il envoie un messager à Bentin pour qu'il le rejoigne. Sioux et Cheyenne réunissent leurs troupes après la retraite de Reno pour se concentrer sur les forces de Custer. Il divise ses forces à nouveau en 2 ailes. Mais les Indiens sont trop nombreux, armés de fusils à répétition et mieux organisés. En moins d'1 heure, Custer et ses hommes sont anéantis. Il n'y a aucun survivant. Bentin et Reno, acculés, organisent un point de défense qui résistera jusqu'au lendemain. Apprenant l'arrivée des colonnes de Terry et Gibbon, Cheyenne et Sioux redescendent dans la vallée, incendient leur camp et se rendent au pied des montagnes Bighorn pour célébrer leur victoire. Le 27 juin, l'heure est au bilan pour l'armée américaine. Le détachement de Custer est retrouvé.
Les corps sont mutilés et scalpés. Custer, que les Indiens nommaient Cheveux Longs, est retrouvé avec 2 balles dans le dos. Ses vêtements ont été volés, mais son corps est intact. Au total, le bilan s'élève à plus de 200 morts pour 50 blessés côté américain, et les estimations côté amérindien sont de 50 à 100 tués. Très rapidement, l'armée réagit. La difficulté majeure est de retrouver les Amérindiens éparpillés. Dès l'automne, 2 victoires décisives portent un coup fatal à la défense amérindienne des Black Hills. Au printemps 1877, Crazy Horse, à bout de force, se rend. Sitting Bull fuit au Canada. L'État fédéral annexe les Black Hills par la force, stoppe la distribution de rations alimentaires aux tribus, morcelle la réserve Sioux et revend les terres aux colons. La bataille va avoir un retentissement immense dans l'opinion américaine, provoquant effroi, indignation et colère. Nous sommes exactement un siècle après l'indépendance des États-Unis. Ce revers est un camouflet pour l'État. Le peuple veut des explications. Le président Grant est furieux, d'autant que Custer l'avait mis en cause dans une affaire de corruption juste avant de mourir. C'est le coupable idéal. Il sera sacrifié sur l'autel médiatique. Les journaux, mais aussi ses anciens compagnons d'armes comme Benton, s'acharnent sur Custer. Il est présenté comme un ambitieux ayant mené ses hommes à la mort pour sa gloire personnelle. Il est accusé d'avoir sous-estimé les forces ennemies et opéré des choix stratégiques désastreux, comme les nombreuses divisions de ses troupes. On lui reproche de ne pas avoir attendu Terry et Gibbon, qui arrivaient par le nord. Sauf que cette campagne médiatique a ses détracteurs, notamment quelques survivants des troupes de Reno et Benton. En 1879, une commission d'enquête est formée. Reno est accusé d'avoir été en état d'ébriété, mais disculpé. On lui reproche de ne pas avoir porté secours à Custer, alors qu'il battait en retraite au niveau de la rivière. Benton est soupçonné de trahison, pour ne pas avoir porté secours non plus. L'animosité entre les hommes était forte depuis le massacre de la Washita. Les témoignages des Amérindiens ne sont pas pris en compte dans cette commission. Les conclusions sont sans équivoque. Custer est totalement responsable. Et 20 ans plus tard, le général Miles, qui a mené une enquête parallèle, conclut que Custer aurait été trahi par Reno et Benton. L'affaire est relancée. En 1951, les archives de la commission sont déclassifiées. Stupéfaction. Les plans et croquis de la bataille ont été altérés. Le FBI s'en mêle. Il conclut que des faux ont été produits. La thèse de la vengeance du président Grant sur Custer s'invite alors dans les débats. Il devient de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux. Les témoignages amérindiens retrouvés sont analysés en 1997. Aujourd'hui, les débats font encore rage entre partisans et détracteurs de Custer. A-t-il tenté de fuir ou s'est-il battu héroïquement? A-t-il été trahi? Ce désastre aurait-il pu être évité? Cet épisode, connu aux États-Unis comme la dernière résistance de Custer, Custer's Last Stand, est désormais une histoire mythique de la conquête de l'Ouest. Le théâtre et le cinéma n'auront cesse de mettre en scène cet événement. Mais c'est surtout les nombreux écrits, thèses, essais ou biographies qui forgeront la fascination américaine pour cette bataille. Custer est la deuxième personnalité américaine comptant le plus de livres à son sujet, juste derrière un certain Abraham Lincoln. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur cette bataille, et puis surtout à mettre un pouce vers le haut et à partager, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours me soutenir sur Utip et sur Tipeee. Encore un grand merci aux tipeurs, merci d'avoir visionné et à bientôt pour un nouvel épisode.